Les preuves sont indéniables. Les Américains sont plus polarisés que jamais. Les sondages montrent que de nombreux Américains pensent qu'une autre guerre civile est inévitable. Serait-il préférable de se dire au revoir maintenant, avant d'en arriver à ce point? Si l'histoire est un indicateur, ce n'est pas très probable. 150 ans après la guerre civile, ces blessures subsistent tandis que ces leçons s'estompent de notre mémoire. Il semble que ce ne soit qu'une question de temps avant qu'une autre partie du pays tente de revendiquer son indépendance. Examinons quelle partie du pays est la plus susceptible de faire sécession et comment elle pourrait s'en sortir. La Nouvelle-Angleterre. D'abord, remontons très loin et examinons le premier mouvement de sécession aux États-Unis. Nous ne parlons pas du Sud, nous parlons de la Nouvelle-Angleterre. Dans son discours d'adieu, George Washington a mis en garde contre les partis politiques comme quelque chose qui diviserait la jeune nation. Cela a duré, pas très longtemps. John Adams, successeur de Washington, était un homme du Massachusetts et membre du Parti fédéraliste. Cela a amplifié les préoccupations de la Nouvelle-Angleterre. Mais après le départ d'Adams, la voix de la Nouvelle-Angleterre a diminué pendant un certain temps. Le fédéraliste Adams a cédé la place aux républicains démocrates, Jefferson et Madison, tous deux de Virginie. Pendant le Congrès continental, la peur de la Nouvelle-Angleterre d'être dominée par le Sud avait presque empêché la formation de la nation dans son ensemble. Le Sud renforçait son pouvoir. Les États du Nord doivent être gouvernés par la Virginie, ou doivent gouverner la Virginie, et il n'y a pas de terrain d'entente, a averti le New-Yorkais Aaron Burr. De plus, les vieilles familles de la Nouvelle-Angleterre méprisaient les immigrants allemands, irlandais et écossais qui affluaient dans le pays. Ces descendants de puritains se méfiaient de la séparation de l'Église et de l'État, et ils voyaient la vie publique comme étant inextricablement liée à la vertu privée. Et peut-être que certains aspects de la vie privée de Jefferson rendaient cela moins important. L'achat de la Louisiane sous Jefferson amplifiait les inquiétudes des fédéralistes, menaçant de réduire davantage l'influence du Nord. En fait, des habitants de la Nouvelle-Angleterre comme Charles Pinckney en sont venus à croire que la sécession était leur seul choix, en ce sens que pour que le mouvement réussisse, ils avaient besoin que New York se joigne à eux. Ils ont planifié l'élection d'Aaron Burr comme gouverneur de New York. Une fois élu, Burr dirigerait New York vers le mouvement de sécession de la Nouvelle-Angleterre. Mais après une campagne exceptionnellement acrimonieuse, Burr a perdu l'élection de justesse. Alexander Hamilton a publiquement qualifié Burr d'homme dangereux pour avoir envisagé le complot de sécession. Cela a déclenché le duel le plus fameux de l'histoire américaine. Le meurtre de Hamilton par Burr en a fait un méchant national, déjouant les plans de sécession de la Nouvelle-Angleterre. Après la guerre de 1812, le mouvement sécessionniste de la Nouvelle-Angleterre a totalement chuté. Mais ces arguments influenceraient grandement les sécessionnistes du Sud comme John C. Calhoun. Bourse d'études et sondages. À la fin de la guerre civile, il est devenu clair que les États n'avaient aucun droit légal de faire sécession. La situation a été confiée à la Cour suprême dans l'affaire Texas Funds White. La Cour a déclaré que la législation de la Confédération n'avait pas de valeur juridique, les États n'ayant pas le droit de faire sécession. Et pourtant, les mouvements de sécession sont plus courants aux États-Unis, impliquant presque toutes les régions du pays. Ces mouvements ont généralement plusieurs points communs, un appel à l'identité régionale, la rhétorique de la Révolution américaine, et un engagement à atteindre l'indépendance par des moyens non violents, du moins nominalement. Le soutien à la sécession pourrait être plus fort que jamais. La réélection d'Obama en 2012 y a contribué. Ceci a mené à des pétitions de sécession des 50 États, rassemblant près d'1 million de signatures. En 2015, la Californie et l'Oregon ont soumis des pétitions de vote pour la sécession. Un sondage de 2018 a montré que 68% des Américains soutiennent le droit d'un État à se séparer pacifiquement. Un sondage de 2021 a montré que le soutien à la sécession était le plus fort parmi les républicains du Sud, bien qu'il soit encore répandu dans tout le pays. Les chercheurs indiquent que la sécession est extrêmement rare dans des démocraties stables telles que les États-Unis. Pour une séparation pacifique, les régions sécessionnistes doivent convaincre leur population et le reste du pays de leur départ sans effusion de sang. Il y a ici un paradoxe qui rend la sécession si difficile. Les régions avec un haut degré d'autonomie sont fréquemment le siège de mouvements d'indépendance, renforçant la croyance en leur capacité à s'autogérer. Mais cette autonomie mine le besoin d'indépendance en premier lieu, de sorte que les régions sont moins susceptibles de juger nécessaire la sécession en premier lieu. L'inverse est également vrai. Un gouvernement central fort renforce le désir d'indépendance, mais l'oppression entrave la création de mouvements séparatistes. Le paradoxe de la peur-confiance, utilisé par les chercheurs pour étudier les mouvements de sécession en Écosse, Catalogne et Québec. Mais nous parlons des États-Unis d'Amérique. Une chose dont nous ne manquons pas est la confiance.
Examinons donc de plus près les mouvements sécessionnistes qui émergent dans la vie américaine. L'un d'eux pourrait être votre nouvelle patrie. Cascadia. Les mouvements sécessionnistes impliquent des États uniques, multiples, et parfois ils dépassent carrément les frontières nationales. C'est le cas de Cascadia, un État indépendant proposé dans le nord-ouest du Pacifique qui combinerait les États de Washington et de l'Oregon, avec la province canadienne de la Colombie-Britannique. Depuis la colonisation par des étrangers, les résidents du nord-ouest se voient comme des pionniers autonomes, plus proches de la nature. L'identité régionale de Cascadia est fortement marquée par les préoccupations environnementales. On l'appelle biorégionalisme, et les partisans de l'indépendance de Cascadia croient que l'écologie unique du nord-ouest Pacifique est un argument pour la sécession et l'autogouvernement. Le mouvement a même son propre drapeau, représentant le sapin de Douglas toujours vert. On l'appelle le drapeau Doug. Il tient son nom des montagnes Cascades et la région englobe des parties du Montana, de l'Utah, de l'Idaho, du nord de la Californie et s'étend au nord jusqu'au Yukon aux États-Unis. Un autre nom pour la région est la Nation du Saumon, en hommage au poisson qui a soutenu les populations indigènes de la région pendant des milliers d'années. Mais la plupart des efforts se concentrent sur le noyau urbain de Seattle, Portland et Vancouver qui sont de plus en plus connectés. Parfois évoqués comme une méga-région émergente, Washington, l'Oregon et la Colombie-Britannique abritent ensemble 17 millions de personnes et génèrent 1,1 milliard de dollars de biens et services chaque année. En 2008, la grande collaboration de la côte Pacifique a initié une coopération transfrontalière américano-canadienne sur des sujets comme la foresterie, la pêche, la gestion des catastrophes et le transport. Les entrepreneurs décrivent un couloir technologique Cascadia, incluant Microsoft, Amazon et Boeing à Seattle, Pentium et Nike à Portland, et des secteurs cinématographiques et vidéoludiques mondiaux à Vancouver. L'ancien maire de Seattle, Paul Schell, croit en un avenir partagé pour la région, affirmant que Cascadia représente mieux que les États, les pays et les villes, les réalités culturelles et géopolitiques du couloir. L'enthousiasme est particulièrement fort du côté canadien de la frontière, où le soutien à l'indépendance est passé de 17% à 27% entre 2018 et 2019 seulement. Les jeunes Canadiens soutiennent fortement la sécession et se sentent déconnectés de leurs voisins proches. L'Alberta conservatrice est dépendante du pétrole à l'Est, et la Colombie-Britannique. En 1975, Ernest Callenbach a publié son roman influent, Ecotopia, sur une nation fictive comprenant l'Oregon, Washington et des parties du nord de la Californie, où les préoccupations environnementales étaient le principal centre d'intérêt de la politique. En 1986, l'Evergreen State College a accueilli le premier congrès biorégional de Cascadia. Le mouvement Cascadia rassemble des anticapitalistes, des anarchistes et des critiques des États-nations. Ces gens souhaitent l'effacement des frontières, en commençant par la plus proche d'eux. Après l'élection de Donald Trump en 2016, les visites sur le site web actuel de Cascadia et les recherches sur le mouvement ont augmenté, mais le mouvement a constamment équilibré ses valeurs progressistes avec ses racines libertaires. Avant la guerre civile, les nouveaux territoires étaient confrontés à la décision d'adhérer avec ou sans esclavage. L'Oregon a trouvé plus simple d'interdire toutes les personnes d'origine africaine. Seul État a adopté cette loi. Depuis les années 1970, en parallèle avec les positions environnementalistes poursuivant leur écotopie, la région a été l'objet de fantasmes suprémacistes blancs d'un ethno-État exclusivement blanc qu'ils appellent l'impératif des territoires du Nord-Ouest. Le nom et le drapeau de Cascadia ont été appropriés par des suprémacistes blancs comme le Front du Nord-Ouest, qui appellent à une nation blanche souveraine dans le nord-ouest du Pacifique. En 2017, un homme qui avait posté sur Facebook appelant à faire de Cascadia une patrie blanche a tué 2 personnes dans le tramway de Portland. Les nationalistes blancs de la région sont notoires pour utiliser l'imagerie hipster, mélangeant la rhétorique progressiste autour des questions environnementales avec des appels à la pureté raciale et se cachant dans des canaux Discord avec des noms comme Cascadia. Donc, si vous êtes en Cascadia et qu'on vous propose de rejoindre une entreprise de café en ligne, réfléchissez-y peut-être à 2 fois. Lorsque les Espagnols sont arrivés au Mexique, ils ont trouvé les Aztèques vivant dans la majestueuse ville de Tenochtitlan. Mais les Aztèques n'ont pas toujours vécu là. Selon le Codex Saben, ils venaient loin du nord, d'un endroit appelé Aztlan. Les historiens ont tendance à situer Aztlan soit dans le nord-ouest du Mexique, soit dans le sud-ouest des États-Unis. Au fil des siècles, Aztlan est devenu un cri de ralliement pour les droits des indigènes et un symbole des terres mexicaines prises par les États-Unis. La guerre américano-mexicaine s'est conclue par le traité de Guadalupe Hidalgo en 1848. Les États-Unis ont acquis la Californie, l'Utah, le Nevada et des portions du Colorado, de l'Arizona, du Nouveau-Mexique et du Wyoming suite à la guerre.
Beaucoup de gens ont choisi de rester dans leur maison, même si la terre changeait de main. Leurs enfants sont devenus partiellement Chicanos, des individus d'origine mexicaine nés aux États-Unis durant l'activisme des années 1960. Le mouvement Chicano s'est affirmé à travers des groupes comme les Barrets Marrons, avec des tactiques tirées des Black Panthers. Ils jugeaient le traité de Guadalupe Hidalgo illégitime légalement ou naturellement. Certains ont plaidé pour la création de la République du Nord, qui donnerait les États du Sud-Ouest au Mexique. En 1969, le plan spirituel d'Aztlán a déclaré la réincorporation d'Aztlán comme étant celle du destin inévitable des Chicanos. Ce qui combinerait la zone perdue lors de la guerre américano-mexicaine avec les États mexicains du nord-ouest de Baja, Sonora et Chihuahua. Ce rêve a été appelé la Reconquista, la reconquête, en allusion à la reconquête catholique de l'Espagne musulmane. Le rêve d'Aztlán est maintenu en vie par des universitaires comme Charles Trujillo, professeur de droit à l'Université du Nouveau-Mexique, qui a été cité au moins une fois en disant qu'une telle nation devrait être créée par tous les moyens nécessaires. Il était surtout satisfait que le changement démographique progressif mènerait à une majorité de Chicanos votant pour l'intégration au Mexique. Trujillo avait aussi des idées juridiques marginales utiles au mouvement de sécession ailleurs. Il croyait que les articles de la Confédération n'avaient pas été remplacés par la Constitution. Ainsi, la garantie des articles sur la souveraineté, la liberté et l'indépendance des États était toujours contraignante. La plupart des juristes ne sont pas d'accord et soulignent qu'après tout, le nom complet du document était les articles de la Confédération et de l'Union perpétuelle. José Ángel Gutiérrez, professeur de sciences politiques à l'Université du Texas, est d'accord pour dire que le remplacement démographique mettra les choses en ordre, disant que c'est notre patrie et que nous y avons droit. Nous sommes l'hôte. Tous les autres sont des invités, ajoutant que ce n'est pas de notre faute si les Blancs ne font pas d'enfants. La Reconquista a été adoptée par le Front National du Mexique, qui se décrit comme positionniste de troisième position et a réfuté à demi-mot les accusations de fascisme. En plus d'Aztlán, le Front National ouvertement expansionniste appelle aussi le Mexique à annexer les parties de l'Amérique centrale. Le rêve d'Aztlán s'est profondément infiltré dans la culture mexicaine. Vicente Fox a été président du Mexique de 2000 à 2006. Il se décrivait comme le président de 123 millions de Mexicains. 100 millions au Mexique et 23 millions de plus aux États-Unis. En 2008, Absolute Vodka a fait l'objet de critiques pour une publicité affichant le Mexique avec ses frontières d'avant 1848. L'entreprise a défendu le panneau d'affichage comme faisant référence à une époque que la population du Mexique pourrait considérer comme plus idéale. Certains croient que ce temps leur revient à nouveau. Mais ces mouvements de sécession ne se limitent pas à rejoindre des pays étrangers ou des groupes d'États. Certains appels proviennent d'un seul État, Californie. Notre État le plus peuplé est le troisième en superficie. Il n'est pas surprenant que la Californie ait fait l'objet de nombreux appels à l'indépendance. Elle a été prévue pour rejoindre le Mexique comme partie de la République du Nord. La Californie du Nord a été incluse dans les appels pour une Cascadia indépendante, encore plus que les mouvements de sécession. La Californie a fait l'objet de nombreux plans de partition. 220 depuis qu'elle a obtenu le statut d'État en 1850. Elle a déjà été divisée une fois en 1804 lorsque les Espagnols ont divisé Alta ou Haute-Californie, qui était dominée par les missionnaires franciscains de Basse-Californie au sud, qui était dominée par les Dominicains. Suite à la guerre américano-mexicaine, les États-Unis ont revendiqué Alta California, tandis que Baja est restée mexicaine. En 1965, le Sénat californien a voté pour diviser l'État en deux, mais l'idée a échoué à l'Assemblée. En 1992, le contraire est arrivé. La proposition de partition adoptée par l'Assemblée a échoué au Sénat. Alors que les questions culturelles devenaient plus tendues dans les années 2000, les plans de partition sont passés d'une simple division nord-sud à des divisions le long des lignes culturelles, séparant la métropole de San Francisco et Los Angeles des zones plus rurales et conservatrices. Néanmoins, les plans de sécession demeurent, même si une Californie indépendante serait la 5e économie mondiale. Oui, la Californie est un comité d'action politique qui plaide pour la sécession de la Californie, fondé par Luigi Marinelli, précédemment opposé au mariage homosexuel. Néanmoins, Marinelli a déclaré avoir changé d'opinion sur les sujets LGBT et a affirmé aux médias que les Californiens sont les mieux placés pour diriger la Californie. En 2023, la Californie a introduit une mesure de scrutin proposant la sécession de la côte. Cette fois, Marinelli a été explicite sur le fait qu'il voulait que la Californie quitte les États-Unis pour atteindre les libéraux et progressistes d'extrême gauche qui ruinent le pays dans son ensemble pour aller construire leur propre utopie progressiste. Marinelli avait passé 5 ans à enseigner en maternelle en Russie et la Californie a été accusée de prendre de l'argent russe. Il vit maintenant en Arkansas. Le Parti national de Californie, CNP,
mouvement plus authentique créé par des gens désirant y vivre, se modèle sur l'économie américaine. Le CNP soutient la sécession, mais a également des plans pour le présent, des taxes plus élevées pour les plus hauts revenus, un programme fédéral de réparation et une banque d'État de Californie pour remplacer les services de prêt sur salaire prédateurs. En tant que foyer de la Silicon Valley, le CNP plaide pour un fonds d'innovation à l'échelle de l'État, qui soutiendrait la recherche cruciale dans les domaines de l'énergie propre et de la conservation de l'eau. De cette façon, le CNP espère poser les bases de l'indépendance éventuelle de la Californie. Pour le prochain mouvement de sécession, nous allons à l'ouest, et non pas à l'est. Regardons ces habitants du Texas. L'État est déjà indépendant littéralement du reste du pays. Hawaii libre. C'est le dernier État à rejoindre l'Union, pourrait-il aussi être le premier à partir? L'histoire de l'incorporation d'Hawaï aux États-Unis est assez récente et controversée pour rendre l'indépendance là-bas particulièrement plausible. Hawaï a été découverte par les Européens en 1778. Un siècle après, la population locale a chuté de 90%. La violence et les maladies ont réduit la population autochtone à 50 000. En 1893, la reine Liliuokalani a été renversée dans un complot qui a laissé Sonor Dole président d'un Hawaï indépendant, bien que l'île soit devenue un territoire américain quelques années plus tard. Tout comme les groupes indigènes de l'hémisphère occidental, les Hawaïens autochtones subissent encore une mauvaise santé, une éducation insuffisante, un chômage élevé et des taux d'incarcération élevés. Les années 1960 ont vu une recrudescence de l'activisme mondial, y compris à Hawaï. Mais alors que d'autres mouvements reculent à la fin des décennies, l'activisme à Hawaï s'est intensifié dans les années 1980, alors que l'urbanisation et l'augmentation du tourisme rendaient les problèmes d'inégalité plus flagrants. En 1993, le Congrès a adopté la résolution d'excuses, qui reconnaissait que la reine Liliuokalani avait été illégalement déposée avec le soutien des États-Unis. La loi de réorganisation du gouvernement autochtone hawaïen de 2009 aurait établi une reconnaissance fédérale d'un gouvernement indigène, que le département d'État aurait dû traiter comme une nation souveraine à une autre. Néanmoins, les groupes de défense des indigènes s'opposent à cette loi qui imposerait une limite de 20 ans pour déposer des plaintes contre le gouvernement américain. La loi de réorganisation est opposée par des groupes comme Ka'alahu ou I Hawaii, un groupe populaire pour la souveraineté hawaïenne, formé en 1987, qui hisse le drapeau de l'État hawaïen à l'envers, comme symbole de détresse et de dissension. Ka'apaka-o, un autre groupe, a organisé le Tribunal international des peuples en 1993, réunissant des groupes indigènes. Ka'alahu ou I Hawaii, un grand groupe indigène mondial, a mené un procès spectaculaire où le gouvernement américain a été reconnu coupable de violation du droit international. De nombreux groupes qui militent pour l'indépendance hawaïenne envisagent la restauration de la lignée royale de la reine Liliuokalani. D'autres, comme la nation d'Hawaï, plaident pour une république. Des activistes indépendantistes tentent d'utiliser des astuces juridiques, affirmant que l'annexion d'Hawaï n'était pas contraignante légalement à cause des violations répétées du traité par les États-Unis. En 2015, le département de l'Intérieur et le département de la Défense des États-Unis prévoient de reconnaître un gouvernement tribal hawaïen indigène. Selon les activistes, les exemples sur le continent montrent que la reconnaissance tribale n'aboutit jamais à une souveraineté totale. Un meilleur chemin pourrait être tracé par Pu'uhanua au Waimanalao, une commune de 45 acres à l'extrémité ouest d'Oahu, dirigée par Dennis Kanahele, surnommé Bosley. En 1987, Kanahele a dirigé la prise d'une station de la garde côtière abandonnée et l'a occupée pendant 14 mois malgré des affrontements armés avec la police. Kanahele a finalement été arrêté et a passé 14 mois en prison, où il a continué à construire son mouvement. 1993 fut une année intense pour les activistes hawaïens. C'était le centenaire du renversement de la reine Liliuokalani. Kappa Kakao a rassemblé des groupes indigènes du monde entier pour le tribunal international des peuples. Les États-Unis ont émis la résolution d'excuses pour la déposition illégale de la famille royale. Le gouverneur Jean Waihee, le premier gouverneur d'origine hawaïenne indigène, a déclaré que l'indépendance n'était pas une question de si, mais une question de comment, quand et sous quelle forme. Cette année-là, Bosley Kanahele a mené 300 manifestants pour occuper la plage de Makapu à Oahu. Ils ont commencé à ériger des propriétés en bord de mer à Baku, au péril de leur vie. Après 15 mois, le gouverneur Waihee a proposé un accord. Les manifestants quitteraient dans la plage de Makapu en échange de 45 acres au pied des montagnes Kulao, toutes proches. Alloués pour 50 ans, à un coût de seulement $3 000, le groupe a accepté. Ils ont créé un gouvernement local dirigé par 4 femmes, nommé le Conseil des Tantes. La commune se soutient en partie grâce à la culture du cannabis, et elle a une crypto-monnaie appelée Aloha Coin. Pour un groupe dédié à l'autonomie, ils ne pouvaient pas faire autrement. Mais les Hawaïens ne sont pas les seuls peuples indigènes à avoir revendiqué pour leur propre nation souveraine, la République de Lakota.
Le 17 décembre 2007, un groupe d'Indiens Lakota a annoncé son intention de se retirer gratuitement de tous les traités conclus avec le gouvernement américain, déclarant la République indépendante de Lakota. Le groupe a cité la Convention de Vienne de 1969, qui stipule que les traités peuvent être annulés si l'une des parties a menti ou violé les droits de l'homme. L'annonce est intervenue quelques mois seulement après la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Un accord non contraignant que les États-Unis avaient néanmoins refusé de signer. La République proposée de Lakota engloberait environ 93 000 miles carrés de terre à travers les États des Grandes Plaines du Nord. Les limites coïncident avec celles établies par le traité de Fort Laramie de 1851 et sont citées avec une grande spécificité, une ligne irrégulière marquant la rivière Yellowstone au nord, la rivière North Platte au sud, la rivière Missouri à l'est et l'ouest. La République de Lakota offrirait sa citoyenneté à quiconque est prêt à abandonner son passeport américain. L'économie dépendrait de l'exploitation des quantités massives d'énergie éolienne qui balayent les Grandes Plaines. Le peuple Lakota fait partie de la nation Sioux. Les Grandes Plaines, devenues partie de la République du peuple Lakota, étaient habitées par les Lakota, des Sioux. À l'arrivée des Européens, ces derniers étaient de petits agriculteurs vivant dans la vallée de l'Ohio. Perturbés par le colonialisme, les Lakota sont allés vers l'ouest aux Grandes Plaines, devenant d'habiles cavaliers et chasseurs de buffles, pour finalement être la tribu Sioux la plus puissante. En 1851, les Lakota ont signé le premier traité de Fort Laramie, dans lequel on leur a promis la domination sur les Grandes Plaines en échange de la permission accordée aux colons américains de passer le long du sentier de l'Oregon. Le traité devait durer aussi longtemps que la rivière coule et que l'aigle vole. Le deuxième traité de Fort Laramie, en 1868, promettait le contrôle tribal de près de la moitié de l'actuel Dakota du Sud. Mais quelques années plus tard, l'accord a été rompu avec la découverte de l'or dans les collines noires. Malgré des victoires à Lakota comme la bataille de Petit Bighorn en 1876, l'afflux de chercheurs d'or ne pouvait pas être endigué. En 1877, les Lakota ont cédé les collines noires aux États-Unis. Mais la cession est controversée, car de tels accords devaient avoir l'approbation de 65% des Lakota. Loop Solitaire 5 Hitchcock. La Cour suprême a statué que le Congrès avait le plein pouvoir de résilier unilatéralement les traités avec les tribus indiennes. Aujourd'hui, les Lakota occupent la réserve de Pine Ridge. Dans l'un des comtés les plus pauvres des États-Unis, la réserve est constamment quadrillée, car les terres sont louées ou vendues à des intérêts militaires, forestiers et miniers. Une estimation affirme la perte de 50 millions d'acres en seulement 3 ans. La réserve de Pine Ridge a été le théâtre du massacre en 1890, au cours duquel près de 300 Lakota sont morts. En 1973, le site a été occupé pendant 71 jours par des membres du mouvement amérindien, dont l'activiste Russell Means. Means est né dans la réserve de Pine Ridge en 1939. Il a rejoint le mouvement amérindien et a participé à ses occupations d'Alcatraz et du mont Rushmore, avant de devenir acteur avec des rôles dans Le Dernier des Mohicans, Pocahontas de Disney et Curb Your Enthusiasm. En 1980, les Lakota se sont joints à d'autres tribus Sioux pour intenter un procès contre les États-Unis pour violation des traités entourant les collines noires. La Cour suprême a statué en faveur des tribus et leur a accordé un règlement de 105 millions de dollars. Mais les Sioux ont refusé l'argent car l'accepter signifierait renoncer à leurs revendications sur la terre. L'argent demeure sur un compte, générant des intérêts en attente d'acceptation. En 2007, la Cour suprême a jugé que les Sioux avaient violé les accords de traité. La délégation de 2007 a mentionné les mauvaises conditions de vie dans les réserves. Pine Ridge et la réserve de Rosebud voisine sont les comtés les plus démunis des États-Unis, avec un revenu moyen de 4 000 $ annuels. En hiver, les températures chutent à des niveaux arctiques et le vent siffle à travers les maisons mal entretenues. Après avoir présenté au département d'État leur avis de sécession, la délégation a pris contact avec les ambassades de pays en proie à un sentiment anti-américain. Serbie, Venezuela, Bolivie. Le défaut majeur du plan était leur non-implication avec la tribu Sioux. Ils manquaient de soutien de leur gouvernement tribal. La délégation avait procédé de son propre chef et était principalement basée autour du charismatique Russell Means. La République de Lakota maintient son site web de documents juridiques, mais son énergie a diminué avec la mort de Means en 2012. Mais jetons un coup d'œil à la région la mieux connue pour ses tendances à la sécession, la Ligue Sud du Sud. 150 ans après la guerre civile, nous constatons que les anciens États de la Confédération abritent toujours certains des mouvements de sécession les plus actifs de la nation. La Ligue Sud du Sud, mouvement de sécession très actif aux États-Unis, est une entité néo-confédérée créée en 1994. Elle aspire à instaurer une République du Sud indépendante, favorisant un mode de vie traditionnel et ecclésiastique. Anciennement partie du Front nationaliste néo-nazi,
La Ligue Sud du Sud a joué un rôle clé dans l'organisation du rassemblement Unite the Right à Charlottesville, Virginie, aussi connu comme celui avec les torches Tiki, ainsi que le rassemblement Les Vies Blanches, compte à Shelbyville, Tennessee. Le Centre juridique de la pauvreté du Sud a classé ce groupe comme haineux en 2000. La Ligue a d'étonnantes liaisons avec le milieu universitaire. Son président, Michel Collin, est un ancien professeur d'histoire britannique au Stillman College, un établissement historiquement noir à Tuscaloosa, Alabama. La Ligue est imprégnée de mythologie celtique. Il lui-même apparaît souvent vêtu de la croix de Saint-André, du drapeau écossais. Un autre fondateur précoce, Thomas Bois, est un historien formé à Harvard et un commentateur libertaire qui s'est depuis distancié du groupe. La Ligue prône une immigration très limitée, l'absence d'armée permanente et d'impôts sur le revenu ou la propriété. Une telle nation stigmatiserait à nouveau ce qu'elle appelle la perversion et tout ce qui cherche à saper le mariage et la famille. En plus de la Confédération, la Ligue s'inspire de la Ligue du Nord italienne dans le nord de l'Italie qui utilise également un supposé héritage celtique pour faire ses appels au séparatisme régional. En 2006, la Ligue du Sud a envoyé des représentants à la première convention sécessionniste nord-américaine, qui a rassemblé des groupes d'indépendance de tout le pays. L'année suivante, la Ligue du Sud et la Deuxième République du Vermont ont co-organisé l'événement. Une milice pour la Ligue, appelée les Indomptables, s'est finalement transformée en Force de défense du Sud. Les membres ont été recrutés avec le slogan « Êtes-vous prêt à être un homme parmi les hommes ?» tiré des affiches de recrutement de l'armée rhodésienne dans les années 1960. La Rhodésie est populaire parmi les nationalistes blancs pour leur tentative de maintenir un monde séparé. En 2015, le groupe a célébré l'assassinat d'Abraham Lincoln, faisant de son assassin John Wilkes Booth un héros du Sud. L'objectif de la Ligue du Sud est de faire sécession et d'établir un Sud indépendant qui interdirait le mariage interracial et établirait une hiérarchie quasi-féodale composée de supérieurs, d'égaux et d'inférieurs. Les non-blancs seraient autorisés dans le pays à condition qu'ils reconnaissent la supériorité de la majorité anglo-celtique. C'est dur d'envisager beaucoup d'intéressés. Examinons de plus près quelques-uns des groupes ayant participé à la conférence de l'indépendance. Deuxième République du Vermont. En 2006, la Maison d'État à Montpellier-Vermont a accueilli une réunion inhabituelle de groupes venus de tout le pays. C'était la première convention séparatiste nord-américaine, qui a réuni des mouvements indépendantistes comme Hawaï libre et le Parti de l'indépendance de l'Alaska, ainsi que la Ligue du Sud et l'Exode chrétien, qui visait à établir une théocratie souveraine en dehors des États-Unis. La réunion a été organisée par Hawaï libre et le Parti de l'indépendance de l'Alaska, Deuxième République du Vermont ou SVR, un groupe sécessionniste avec un mélange complexe d'allégeances politiques. Thomas Naylor a fondé le SVR en 2003. Dans le Manifeste du Vermont, livre autopublié de Naylor, il expose les objectifs du groupe. Stopper les interventions militaires à l'étranger et défendre la justice environnementale. En 2004, le SVR a publié la déclaration de Middlebury, dans laquelle ils ont détaillé leurs plans pour encourager les mouvements sécessionnistes à travers le monde. En plus de leur tâche ultime, la dissolution pacifique de l'Empire américain. Avec la croyance répandue que la guerre en Irak était vraiment liée à l'accès au pétrole, il était logique de confondre les problèmes environnementaux avec la dénonciation de la puissance militaire américaine. En 2005, Naylor a fondé l'Institut Middlebury avec Kirkpatrick Sale, un journaliste du New York Times, surtout connu pour avoir dirigé un groupe appelé les Néoludites, et enclin à des cascades anti-technologie comme fracasser des ordinateurs sur scène. Sale a également écrit un livre critiquant Christophe Colomb pour les droits de l'homme. Le SVR farouchement anti-guerre et écologiste jouait sur une certaine image du progressisme du Vermont. Mais cela était loin de toute l'histoire. Naylor est né dans le Mississippi et était auparavant professeur émérite d'économie à l'université Duke. En 1993, il a déménagé au Vermont, poussé par la violence urbaine américaine. Au Vermont, Naylor a fait la connaissance de l'ancien diplomate George Kennan. Kennan, le diplomate le plus renommé du XXe siècle, était l'architecte de la politique de confinement de la guerre froide. Il critiquait ouvertement la guerre du Vietnam et, plus tard, celle en Irak. Dans son autobiographie, Kennan a suggéré que les États-Unis soient divisés en une douzaine de petites républiques ou plus. Il a adopté la plateforme du second républicain du Vermont, pensant que l'immigration latine fragmenterait culturellement le pays, nuisant à son efficacité. Le SVR est profondément lié au mouvement néo-confédéré. Ils ont un mentor intellectuel commun, un professeur de l'université Emory. Le SVR est profondément lié au mouvement néo-confédéré. De nombreux membres du SVR font également partie de l'Institut Abbeville, le bras universitaire de la Ligue du Sud.
Thomas Di Lorenzo de l'Institut Abbeville et professeur à l'Université Loyola a rédigé The Real Lincoln, un livre de 2002 expliquant que la guerre civile avait pour but d'éliminer les droits de la Constitution pour faire la sécession. En 2007, le SVR co-organisait la convention séparatiste avec la Ligue du Sud, finissant par un chant collectif de Dixie, hymne non officiel de la Confédération. Mais il est maintenant temps d'évoquer le Texas, l'État qui est systématiquement cité lorsqu'il s'agit d'un État cherchant à faire sécession. Les plans de sécession de la Ligue du Sud incluent naturellement la puissance économique qu'est le Texas. Mais le Texas a des plans pour une nation à lui tout seul. En 2021, des officiels ont proposé un projet de loi pour se séparer des États-Unis et créer une république autonome. Ce fut une victoire énorme pour le mouvement nationaliste du Texas et son président Daniel Miller, qui y travaillait depuis 2005. Miller sensibilise grâce au premier serment du Texas, dans lequel les signataires s'engagent à sécuriser la frontière mexicaine, à promouvoir l'autonomie culturelle et économique, et surtout, à soutenir toutes les actions ou législations qui réalisent pleinement la liberté et l'indépendance du Texas. Plus de 100 candidats d'États et locaux ont signé le premier serment du Texas, y compris la commission actuelle. Comme d'autres groupes sécessionnistes, le mouvement nationaliste texan a reçu des fonds du gouvernement russe, acheminés par une organisation à but non lucratif. Il serait plus surprenant que le Texas n'ait pas un mouvement d'indépendance actif. L'État de Étoile solitaire a fonctionné comme une république souveraine pendant seulement 10 ans de 1836 à 1846, mais l'indépendance a été affectueusement rappelée depuis lors. Les initiés politiques spéculent que l'affinité du Texas pour l'indépendance vient en cycle régulier, invariablement lorsque les démocrates contrôlent le gouvernement fédéral. Cela peut donc être ignoré en toute sécurité. Néanmoins, des experts ont émis des opinions similaires sur le vote du Brexit, d'où le mouvement nationaliste texan tire son terme. Texit. Les appels à Texit ont augmenté à la suite de l'élection de Biden en 2020 et de l'annulation du pipeline Keystone XL. En 2020, le député Randy Weaver a posté une image sur Facebook montrant le Texas être arraché de force du reste du pays. La légende disait « Je pense qu'il est temps tout le monde ». Contrairement à d'autres États, la sécession n'est pas facile. Le mouvement révolutionnaire républicain a bénéficié d'un soutien institutionnel majeur. En 2009, à un rassemblement du Tea Party, l'ex-gouverneur Rick Perry a soutenu que le Texas, de par son histoire de république indépendante, possédait le seul droit constitutionnel de faire sécession, bien que Perry ait par la suite rétracté ses commentaires. Dans un discours à Texas A&M en 2021, le sénateur Ted Cruz a dit aux étudiants « Nous n'y sommes pas encore. Si un moment où tout semble perdu arrive, je pense que nous saisissons la NASA, l'armée, le pétrole. » En 2022, 5 sur 8 candidats républicains à la gouvernance du Texas se sont engagés publiquement. Avec près d'un tiers des voix, le Texas pourrait bien être indépendant. Son produit brut d'État de 1,7 trillion de dollars, deuxième de la nation seulement après la Californie, donnerait à un État souverain la 10e plus grande économie du monde, plus grande que celle du Canada et de l'Australie. Les Rangers du Texas seraient prêts à gérer les questions de sécurité nationale. Pourtant, un Texas indépendant pourrait toujours rencontrer des problèmes financiers. En 2019, le Texas a contribué 272 milliards de dollars au gouvernement fédéral et a reçu 300 milliards en retour. L'argent fédéral représente généralement un tiers du budget de l'État. Un expert estime qu'une nation du Texas devrait trouver un moyen d'obtenir environ 9 000 dollars supplémentaires par personne y vivant, peut-être par le biais de l'impôt sur le revenu ou des taxes à la consommation. L'absence d'impôt sur le revenu d'État pourrait poser problème. Alternativement, avec l'argent gardé plus près de chez eux, les citoyens d'un Texas indépendant pourraient trouver que leurs cœurs ont grandi tout autant que la terre. L'unique État ayant plus de terre que le Texas ambitionne aussi de faire cavalier seul. L'Alaska est un monde à part. Elle est plus grande que beaucoup d'autres pays. Elle est riche en ressources naturelles. Pourquoi ne tenterait-elle pas l'indépendance ? Ils y travaillent. En 1958, les Alaskiens ont voté sur leur futur. Les électeurs n'avaient que deux choix, rester un territoire ou devenir un État. Selon les fondateurs du Parti de l'indépendance de l'Alaska ou AIP, cela rendait toute la chose illégitime. Fondée en 1973 par Joe Vogler, un ancien mineur d'or, l'AIP a soutenu que le référendum de 1958 était invalide, car il aurait dû donner aux électeurs la possibilité de devenir une nation indépendante, ou au moins un Commonwealth. Que la différence entre un Commonwealth et un État est purement sémantique et n'a aucune incidence juridique. Durant des années, les électeurs ont géré l'AIP, un troisième parti semblable à l'ex-parti des contribuables américains, le parti de la Constitution théocratique. En 1982, il s'est porté candidat au poste de gouverneur, démontrant son audace en suggérant l'utilisation d'armes nucléaires pour éliminer les glaciers problématiques. Wally Hickel, ex-secrétaire de l'Intérieur sous Nixon,
a été élu gouverneur en 1990 pour l'AIP, un des rares candidats de parti tiers à gagner ce poste. Joe Vogler n'a pas présenté ses idées au gouvernement en 1993 comme prévu. Il devait exposer ses idées sur l'indépendance de l'Alaska à l'ONU, mais avant de pouvoir le faire, il a été tué lors d'un vol raté. Cependant, les membres de l'AIP ont trouvé le timing trop opportun. Quelques semaines avant que Vogler ne doive parler à l'ONU, suspecté d'assassinat politique maquillé en vol. Le gouverneur Hickel n'a jamais approuvé la sécession de l'AIP. Il a effectivement joué un rôle crucial dans l'acquisition de l'Alaska dans les années 50. Hickel a rejoint le Parti républicain après la mort de Vogler. Monsieur Hickel, le nouveau chef de l'AIP, était sénateur américain. Il était également membre du Sénat américain. Le nouveau chef de l'AIP, Mark Crison, a délaissé la sécession et a rapproché le parti des autres partis conservateurs tiers, fermement pro-vie, anti-contrôle des armes à feu, favorisant l'enseignement à domicile et un gouvernement limité. L'AIP appelle désormais à un autre référendum avec des indépendants sur le bulletin au lieu d'une sécession immédiate. Néanmoins, le parti a envoyé des délégués aux conventions sécessionnistes nord-américaines. Ils ont fait du bruit sur les droits des États, la taxation comme vol et la peur d'un nouvel ordre mondial. Et Crison a soutenu une jeune politicienne nommée Sarah Palin, l'aidant à devenir la première maire de Wasilla, puis gouverneur, et finalement candidate républicaine à la vice-présidence en 2008. La même année, Palin a envoyé un message vidéo à la convention de l'AIP à Fairbanks, leur disant de continuer le bon travail. Le discours de Palin reflétait les valeurs pionnières, l'autonomie et un gouvernement restreint. Néanmoins, ces États frontaliers bénéficient souvent le plus du soutien gouvernemental. Les bénéfices de l'extraction pétrolière et minière dans l'État sont investis dans le fonds permanent de l'Alaska. En 2019, le fonds valait environ 64 milliards de dollars et versait à chaque résident un dividende annuel moyen de 1 600 dollars. Certains l'appellent le seul exemple fonctionnel d'un revenu de base universel dans le pays. Ce qui nous amène maintenant au Grand Lac Salé, où un exemple plus historique de sécession nous attend. Deseret. Comme le Texas, les mouvements de sécession les plus actifs viennent parfois de lieux qui ont été indépendants, aussi brièvement soit-il. C'était le cas pour Deseret, l'État-nation proposé par l'Église de Jésus-Christ, des Saints des Derniers Jours, ou, comme ils sont plus communément connus, les Mormons. Expulsés de l'Illinois, les Mormons sont arrivés dans la vallée de Salt Lake en 1847. Ils ont initialement demandé l'admission en tant qu'État sous le nom de Deseret, qui est le nom d'une abeille dans le livre de Mormon, un symbole de l'industrie et de la communauté. Proposé en 1850, l'État de Deseret aurait été immense, incluant non seulement l'Utah actuel, mais aussi des parties de l'État. Deseret était le premier État des États-Unis à avoir un État de Californie, Colorado, Idaho, Wyoming, Arizona, Oregon, Nouveau-Mexique et Nevada. Les Mormons sont critiqués pour leur pratique de la polygamie. Leur première demande d'État a été refusée et, en 1857, le président James Buchanan a envoyé 2500 soldats, soit environ un tiers de toute l'armée en temps de paix, pour apaiser les troubles et remplacer Brigham Young en tant que gouverneur territorial. La soi-disant guerre de l'Utah a été réglée principalement par des moyens diplomatiques, plus ou moins un massacre ou deux. Brigham Young a démissionné et la population non mormone a augmenté. En 1890, Wilford Woodruff, alors président de l'église LDS, a annoncé que la pratique de la polygamie parmi les Mormons devait prendre fin. 5 ans après ce changement, l'Utah est devenu le 45e État. En 2018, Twitter a commencé à voir des tweets marqués #Decena, appelant à la création d'un État-nation souverain de Deseret, une théocratie dirigée par les Mormons dont les frontières englobent et vont au-delà de l'État moderne de l'Utah. Brigham Young s'est retiré, la population non mormone a cru. En 1890, Wilford Woodruff a dépassé l'état actuel de l'Utah. Le hashtag a été créé par Logan Smith, un résident de l'Idaho qui croyait que les Mormons devraient être unis spirituellement, moralement, économiquement et politiquement. Les utilisateurs ont été accusés de harceler les LGBT, non-mormons, féministes et producteurs de pornographie. Le mouvement a également réintroduit le concept d'expiation par le sang, une idée reniée par les Mormons traditionnels mais courante dans les cercles fondamentalistes. Le mouvement Black Lives Matter a conduit à l'identification par des journalistes de Matthias Kakot, un procureur général adjoint en Alaska, comme un posteur prolifique de contenu raciste et antisémite. Kakot a finalement été licencié à la suite de cela. Comme tant d'autres choses en ligne, l'outrance de ces tweets obscurcit la vérité des sentiments qui se cachent derrière, qui vont probablement du croyant convaincu à quelqu'un qui prétend juste plaisanter. New York. Il n'y a peut-être pas d'endroit dans le pays qui revendique une plus grande autonomie que la ville de New York, à noter insomniaque et ingénu des marchés financiers mondiaux. Étonnamment, New York a connu peu de tentatives de sécession. Avant la guerre civile, le maire démocrate Fernand Wood a suggéré que la ville se sépare pour devenir une cité-État indépendante.
la cité libre de Tri-Insula, incluant Manhattan, Long Island et Staten Island. Comme beaucoup de nordistes, le maire Wood redoutait une perturbation du commerce du coton européen. La proposition de Wood n'a jamais progressé, étouffée par l'enthousiasme patriotique lié à la guerre. Pourtant, la guerre est restée profondément impopulaire dans la ville, culminant avec les émeutes de la conscription en 1863. Au nord de la ville, une ville est allée jusqu'à se séparer formellement. Les résidents de Town Line, New York, ont voté pour la sécession. Mais comme la ville n'était pas incorporée, le vote n'avait aucune portée légale, et la Confédération a refusé de reconnaître le hameau sécessionniste. Sans reconnaissance légale de leur sécession, Linetown ne pouvait que rejoindre l'Union de manière cérémonielle, ce qu'ils ont fait en 1946. En général, New York a favorisé la partition plutôt que la sécession. En 1969, Norman Mailer, auteur, s'est candidaté à la mairie, proposant de faire de New York le 51 État. Selon Mailer, la ville aurait pu rester New York. Le reste de l'État s'appellerait Buffalo. Lorsque l'ancien maire Michael Bloomberg a témoigné en 2011 que la ville avait payé 11 milliards de dollars de plus à l'État en taxes qu'elle n'en avait reçu en retour, cela a ravivé les appels pour que New York City prenne son propre chemin. Certaines régions de l'État de New York sont souvent impatientes de s'écarter, se sentant délaissées par la politique de l'État et sceptiques vis-à-vis des lois environnementales comme l'interdiction de la fracturation hydraulique. Alors que le souvenir de la guerre civile s'éloigne dans le passé, la sécession peut sembler être une solution plausible pour notre nation polarisée. Que cette rupture apparaisse au cœur de l'ancienne Confédération ou aux limites occidentales de l'Empire, le premier mouvement d'indépendance réussi pourrait créer une réaction en chaîne d'imitateurs. Si rien de plus, partout dans le pays, il faudra une nouvelle formulation pour leur récitation quotidienne, une nation indivisible.